Comment représenter les fonctions de deux variables indépendantes dans l'espace? Eh bien, on peut naïvement y aller avec une table de valeurs pour commencer, un peu comme quand on apprend à tracer des courbes dans le plan. On se donne des valeurs, on attribue des valeurs à la variable indépendante x, on calcule quelques valeurs pour la variable dépendante y, puis on peut faire une esquisse du graphique. Pour les fonctions de deux variables indépendantes, on aura plutôt une table ou une charte ou un tableau sous forme de matrice. Donc, qu'est-ce que j'aurai en lecture? J'aurai les valeurs d'une première variable selon les lignes, une variable d'une deuxième variable selon les colonnes, puis les valeurs dans le tableau seront les valeurs de la fonction. Par exemple, le volume d'un cylindre varie selon deux variables indépendantes, le rayon et la hauteur. On a donc une fonction de deux variables indépendantes, V de RH, et on donne quelques valeurs de volume en fonction des valeurs du rayon et de la hauteur. Donc, comme on va le lire là-dedans, mais que vaut V de 3,9? Donc, on suppose donc ici que le rayon vaut 3, que la hauteur vaut 9. Donc, quand le rayon vaut 3 et que la hauteur vaut 9, le volume vaut 254,5. Ici, on aurait V égale 254,5. Si mes variables ont des décimales, je vais prendre comme séparateur un point-virgule. Donc, que vaut V de 3,4 et 13. Quand R vaut 3,4 et que V égale 13. 3,4 et 13. Donc, à l'intersection, on est à 472,1. On pourrait aussi fonctionner à rebours. Donc, pour quelle valeur de la variable h, V de 3,6 h égale 529,3. Et on va à la ligne où R égale 3,6, on recherche l'information. V égale 529,3, ça correspond à H égale 13. D'accord. Et ici, j'ai représenté le graphique de la fonction V de RH. Et on remarque qu'il faut faire attention quand on regarde des graphiques d'une fonction à deux variables indépendantes. Ici, avec l'échelle et le point de vue que j'avais, on aurait presque dit un plan. Par contre, si je fais un agrandissement d'échelle, sans trop même changer le point de vue quelque peu, on voit qu'il y a quand même là, ici une partie plutôt courbée à la surface. Parce qu'oublions pas que le volume d'un cylindre est pi R2H, donc ça varie linéairement selon la hauteur, mais ça varie aussi selon le carré, donc paraboliquement, du rayon. Le carré du rayon, donc une variation de degré 2 par rapport au rayon, une variation de degré 1 par rapport à la hauteur. Pour le domaine d'une relation z égale f de xy, ben, le domaine, c'est l'ensemble des xy éléments de R croix R. Donc, R croix R, c'est comme le produit vectoriel de deux droites réelles. J'ai donc deux droites réelles qui s'intersectent à angle droit. C'est le plan cartésien habituel, donc j'ai des couples dans le plan, tel qu'il existe un Z, tel que ce Z est image par F du point XY. Donc, quand j'ai une coordonnée en X et une coordonnée en Y pour un point particulier, ben, il existe un point en hauteur, entre guillemets. Donc, une valeur de Z qui correspond à l'image de la fonction f du point xy. Et quand est-ce que cette relation sera une fonction? Ben, si seulement si le z est unique. Donc, s'il y a seulement une seule valeur de z qui correspond au point coordonné xy dans le plan cartésien, et donc à son image pour la fonction f. Pour les domaines, tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est partir de notre plan cartésien, donc j'aurai l'ensemble des xy éléments de R2 et je décris soit les points admissibles, soit les points non admissibles. Donc ici, je ne dois pas avoir de négatif à l'intérieur de la racine carrée à mon numérateur et je ne dois pas avoir de division par 0. Donc le domaine de la fonction z est l'ensemble des xy éléments de R2. C'est une autre façon de décrire le plan cartésien. Donc c'est équivalent à R croix R, tel que
Je veux que x2 plus y2 soit plus petit ou égal à 9 pour ne pas avoir de négatif. Et je veux que x soit différent de 0. J'aurais pu écrire le et en lettres aussi. On peut aussi en faire une description détaillée. Donc, l'ensemble des points du plan R2 sur la circonférence et à l'intérieur du cercle de rayon 3 centré à l'origine, c'est ce qu'on a ici, sauf ceux sur l'axe des Y. Donc, j'enlève les points où x égale 0, ce qui représenterait ça ici. Donc, ça, ce serait le domaine de ma fonction. Et au-dessus de ce domaine, j'aurai ici ma fonction z. Les principales surfaces dans l'espace. Donc, toute équation à 3 variables décrit une surface dans l'espace. Donc, une variable, en général, donc une variable dépendante z, deux variables indépendantes x, y. Là, on se rappelle que la coordonnée en x, donc on appelle l'abscisse, la coordonnée en y, l'ordonnée. Et la coordonnée en z sera appelée la cote. Donc, les principales quadriques, les principales surfaces avec lesquelles on va travailler dans notre cours de calcul avancé. Donc, on peut voir la sphère x2 plus y2 plus z2 égale r2. Évidemment, si je mettais z égale à 0, donc dans le plan des x, y, quand on veut savoir à quoi ressemble la surface dans un plan formé par seulement deux des trois axes, on met la troisième variable égale à 0. Donc, si je mets z égale à 0, j'ai x2 plus y2 égale r2. Donc, dans le plan des x, y, j'ai un cercle centré à l'origine de rayon r. Dans le plan des YZ, je mettrai x égale à 0. J'aurai encore un cercle centré à l'origine de rayon R. Puis dans le plan des XZ, en mettant y égale à 0, j'aurai encore un cercle à l'origine de rayon R. Donc j'ai des cercles sur tous les plans de coordonnées. Si je relie tous ensemble, j'aurai ma sphère. Alors pourquoi l'équation x2 plus y2 égale r2 est un cylindre? Alors ici, z variait à chaque fois. Ici, il n'y a pas de z, donc z est libre. Ça veut dire que pour toutes les valeurs de z, j'ai la courbe x2 plus y2 égale r2. Donc, quand z égale 0, j'ai un cercle centré à l'origine de rayon R. Quand z égale 1, j'ai un cercle centré à l'origine de rayon R. Quand z égale 2, j'ai un cercle centré à l'origine de rayon R. Même chose dans les négatifs. Donc, si je répète mon cercle sur tout l'axe des z, pour toutes les valeurs de z, bien évidemment, j'obtiens un cylindre ouvert, comme ça ici. Là, mon cylindre est circulaire parce que x2 plus y2 égale r2 est un cercle. Si j'avais dit x2 sur A2 plus Y2 sur B2, avec A et B différents, mais j'aurais eu une ouverture elliptique qui se serait répétée tout le temps. Donc j'aurais eu un cylindre elliptique. Encore une différence avec la sphère, c'est qu'ici, évidemment, le Z n'est pas libre. Donc si je donne des valeurs à X et à Y, ben, puisque le rayon est fixe, la valeur de Z va être influencée par les valeurs que j'attribue à X et à Y. C'est pour ça ici que Z va venir, il va avoir une valeur maximale pour Z et une valeur minimale pour Z. Et si je fixe un Z particulier, donc quand je vais l'envoyer de l'autre côté, ça va. Donc, quand je vais fixer une valeur pour Z, en l'envoyant de l'autre côté, ça va me donner un rayon différent à chaque fois. Donc j'aurai des cercles d'ouverture différents chaque fois. D'où un grand cercle et des cercles qui diminuent pour me former une sphère. Le cône, donc ça ressemble à l'équation. Ici, du côté droit de l'équation, j'ai une ouverture soit circulaire, soit elliptique, dépendamment des valeurs de A et B. Si A égale B, j'aurai une ouverture circulaire. Si A est différent de B, j'aurai une ouverture elliptique. Puis pourquoi on a un cône ici? Bien, si je regarde Z2 égale X2, donc dans le plan des XZ, le plan qui est ici, bien, si Z2 égale X2, c'est que Z égale la valeur absolue de X. Donc je vais avoir comme un peu un dessin de valeur absolue ici. Puis même chose si on enlève la variable X pour regarder dans les plans des YZ, bien, Z2 égale Y2, donc Z égale plus ou moins
y, je vais avoir la droite z égale y, la droite z égale moins y. Comme tout à l'heure, j'avais z égale x, z égale moins x. Et entre ces droites, j'ai des ouvertures qui sont des cercles. Donc, je vais avoir un cône ici qui va se former. Pour le paraboloïde elliptique, je n'ai pas de carré pour mon z. Ce qui fait que quand je regarde dans le plan des xz, si j'enlève la partie avec y, j'ai z égale x2 qui est une parabole. J'ai la parabole z égale x2. Plutôt qu'un morceau de droite, ici j'ai un morceau de parabole. Je regarde, si j'enlève la partie avec le x, z égale y2, j'ai une parabole ici aussi. Ça veut dire qu'on a des paraboles sur les plans coordonnés qu'on relie par des cercles ou des ellipses. Donc, soit un paraboloïde circulaire lorsque A égale B, soit un paraboloïde elliptique lorsque A et B sont différents. Si je change le plus pour un moins, j'ai un paraboloïde hyperbolique, parce que x2 moins y2 est une hyperbole dans le plan. Ça ressemble à certains chips qu'on pourrait trouver sur le marché. Ou une selle de cheval, on l'appelle aussi la fonction selle de cheval. Et il y a les hyperboloïdes. Vous allez voir aussi le paraboloïde hyperbolique, on va souvent l'étudier parce qu'il y a quand même des particularités assez étranges. Si j'approche du point 0, 0, 0, donc l'origine des axes, si j'approche dans ce sens-là ici, on voit que j'ai comme un minimum. Par contre, si j'approche comme ça ici, j'ai comme un maximum. Donc le point 0, 0, 0 sera, c'est comme s'il était à la fois un maximum et un minimum. Donc on aura un nom particulier pour ça, qu'on verra lorsqu'on fera l'optimisation des fonctions de plusieurs variables. Pour les hyperboloïdes, je peux avoir un hyperboloïde à une nappe ou à deux nappes. Ça ressemble à l'équation ici d'un ellipsoïde. Donc, j'avais l'équation de la sphère x2 plus y2 plus z2 égale r2. Si je mets un sur a2, un sur b2, un sur c2, et que a et c ne sont pas égaux, j'aurai plutôt une ouverture en ellipse sur chacun des plans de coordonnées. Donc, j'aurai un ellipsoïde. Donc ici, ça ressemble à l'équation d'un ellipsoïde, sauf qu'au lieu d'avoir un plus, on a un moins. Donc, si vous remarquez, lorsqu'on a un moins, on a une nappe. Lorsqu'on a deux moins, on a deux nappes. Donc, le solide est comme séparé en deux parties. Maintenant, pour connaître l'orientation de mes figures, vous voyez ici que c'est Z qui est isolé par rapport à X et Y, donc mon ouverture de mon cône est sur l'axe des Z. Si j'avais mis X2 à droite, puis Z2 à gauche, le cône aurait été centré sur l'axe des X. Si j'avais mis Y2 ici et Z2 ici, mon cône aurait été centré sur l'axe des Y. Même chose pour le cylindre, donc si je mettais Y2 plus Z2, mon ouverture serait sur l'axe des X. Je serais centré sur l'axe des X. C'est la même chose un peu pour toutes les figures. Puis ici, vous voyez dans la dernière image en bas, j'ai l'axe des Z qui est ici, l'axe des Y qui est ici. Ça veut dire que l'axe des X, c'est celui qui est vertical. Donc on est centré sur l'axe des X. Et c'est celui qui est positif. Donc si j'interchangeais les rôles de X2 et Y2, je serais plutôt centré sur l'axe des Y. Si c'est le Z2 qui était positif et le X2, le Y2 qui avait un moins devant, ben on serait centré sur l'axe des Z. On peut aller voir quelques illustrations avec Maple éventuellement. On verra quand on sera un petit peu plus loin dans la matière. La notation vectorielle. Donc on peut synthétiser, en fait, trouver une manière alternative d'écrire l'expression d'une fonction de plusieurs variables. Par exemple, donc je vous demande d'écrire explicitement la fonction en termes des variables données. Donc j'ai un vecteur colonne ici qui est comme une matrice 4 par 1, qui est la matrice des inconnus. Un vecteur colonne C qui est
la matrice des constantes, 4 par 1 aussi, 2, 5, moins 4, 6. Et on dit que la fonction f est la transposée de c fois x. Qu'est-ce qu'on va obtenir dans ce cas-là? Donc, si je fais la transposée de c, c'est que la colonne va devenir une ligne. J'aurai 2, 5, moins 4, 6, fois le vecteur colonne x. Ici, on multiplie. Normalement, ça devrait nous donner un élément 1, 1, mais voyons ça comme un produit. D'une certaine façon, on peut le voir comme un produit scalaire. Ce qui va nous donner l'expression de notre fonction, donc on ne l'écrira pas dans un espace matriciel. Donc, les éléments de la ligne fois les éléments de la colonne, 2x plus 5y moins 4z plus 6w. 2x plus 5y moins 4z plus 6w. Donc ici, on aurait une fonction de 4 variables indépendantes. Évidemment, on ne pourrait pas l'illustrer parce que je ne peux pas représenter un espace ici à 5 dimensions avec le f. J'aurais besoin d'un axe aussi pour mettre mon point final sur le S. Par exemple, une question qu'on pourrait vous poser serait celle-ci. Identifier la surface quadrique associée à z égale x transposé ax si a égale 3,005. Quand on ne spécifie pas le x, c'est toujours évidemment le vecteur des coordonnées. Ici, puisque je suis dans deux lignes de colonnes, j'aurai deux variables, x et y. C'est ce qui va nous donner z égale. Alors, le x transposé, on aura le vecteur ligne xy fois notre matrice A fois le vecteur colonne x, donc composé des variables xy, égale, donc si on fait la multiplication ici des matrices à droite, j'aurai mon vecteur ligne. Donc si j'ai une 2 par 2 multiplié par une 2 par 1, j'aurai donc une 2 par 1 comme résultat. « 3 fois x plus 0 fois y, j'ai 3x. 0 fois x plus 5 fois y, j'ai 5y. Puis si je fais le résultat final, donc genre x fois 3x qui est 3x2, plus y fois 5y, donc la ligne fois la colonne, plus y fois 5y, plus 5y2. Et à quelle surface correspond l'équation z égale 3x2 plus 5y2? On peut venir voir notre charte quand on n'est pas habitué. Alors z sera quoi? Donc j'ai z qui est de degré 1 égale, si j'ai une somme x2, y2 avec des coefficients qui ne sont pas les mêmes. Donc je pourrais tout diviser par 15 pour avoir ici mon dénominateur, donc 3 sur 15, 5 sur 15. Et j'obtiendrai une forme qui ressemblerait à ça ici. On a donc un paraboloïde elliptique. Voilà.
Si on poursuit notre étude des surfaces et des courbes, vous êtes habitué de voir des fonctions écrites sous forme cartésienne, y égale f de x. On peut aussi, évidemment, décrire des courbes dans le plan ou dans l'espace par des équations vectorielles ou paramétriques, où le paramètre est associé à la variable. Puis souvent, on fait une adéquation avec le temps. Par exemple, si j'ai un vecteur R de t, qui est un vecteur qui est de coordonnées variables x de t, y de t, z de t. Par exemple, une droite pourrait être représentée par la valeur en x vaut t, la valeur en y vaut t moins 1. Dans le fond, on a quelle droite? On a la droite y égale x moins 1, puisque y ici est la valeur de x moins 1. Donc, la valeur de x c'est t, moins y c'est t moins 1. Ce serait une façon de représenter la droite y égale x moins 1. Pour le cercle, vous êtes quand même habitué aux coordonnées d'un cercle, entre autres avec l'algèbre linéaire. Donc, j'associe mon paramètre θ qui sera un paramètre d'angle. Si je fais varier mon angle de 0 à 2π, donc si x est r cos θ, r sin θ, j'aurai un cercle central d'origine de rayon r. Si je modifie les constantes devant le cosinus et le sinus, j'aurai pas toujours la même ouverture, donc j'aurai une ellipse. On peut décrire après ça d'autres, vraiment, les courbes qu'on peut décrire n'ont de limite que notre imagination. J'ai donné ici quelques exemples, la cycloïde ou la brachistochrone, la cardioïde, l'astroïde. On peut aussi le faire en 3 dimensions avec ici j'ai une hélice. Donc en X et en Y, j'ai des cercles. Mais en Z, je me donne un certain angle d'ouverture. Et mon Z va augmenter puisque plus l'angle augmente, si plus le θ augmente, plus le Z augmente. Donc avec mon ouverture, je vais avoir une hélice. Et on a aussi ce qu'on appelle les courbes de niveau. Donc, l'intersection de deux surfaces donne une courbe dans l'espace. Et souvent, cette courbe d'intersection peut être décrite par une équation vectorielle. Pour les fonctions d'une variable, quand on avait deux courbes, leur intersection est un point, deux surfaces auront une intersection qui est une courbe. Donc, on perd une dimension au niveau de l'intersection. Par exemple, si j'ai le paraboloïde en bleu ici, z égale x2 plus y2, paraboloïde circulaire parce que x2 plus y2 représente un cercle de rayon racine de z pour chacune des valeurs de z. Puis j'ai le plan en noir, x égale 2y. Donc c'est comme la courbe, la droite x égale 2y dans le plan. Puis puisque z est libre, on répète la droite pour toutes les valeurs de z, donc ça nous montre un plan. Évidemment, l'intersection de mon plan avec mon paraboloïde va me donner une parabole ici qu'on voit en blanc sur le plan. Puis comment je pourrais trouver l'équation de cette parabole-là? Ben, en transformant mes équations en équations paramétriques. Donc, si j'ai x en termes de y, je pourrais attribuer une valeur à y, un paramètre t. Dans ce cas-là, ça va lier mon x. X va être égal à 2t. Donc, pour chacune des valeurs de y, x est le double. Donc, si y vaut t, x vaut 2t. Je viens dans ma parabole. Puisque je suis à l'intersection, ça doit vérifier les mêmes points doivent appartenir aux deux surfaces. Donc, je remplace mon x par sa valeur paramétrique qui est 2t, mon y par sa valeur qui est t. Si je remplace dans l'équation, j'obtiens 5t carré. Donc, je peux dire que la courbe que j'obtiens ici, la courbe dans l'espace, est décrite par 2t, t, 5t carré. Donc, r de t égale 2t, t, 5t carré. Si on laisse rouler le temps positif ou négatif, le x sera donné par 2 fois la valeur du paramètre t, le y par t, le z par 5 fois t au carré. Et si on coupe une surface par un plan horizontal, ce qu'on va obtenir, ce qu'on va appeler une courbe de niveau. Donc, si je coupe à z égale 5, j'aurai de la courbe de niveau 5. À z égale 2, j'aurai de la courbe de niveau 2. Évidemment, pour une sphère, mes courbes de niveau seront toujours des cercles, sauf au pôle où j'aurai 2 points. Et si on vient voir quelques illustrations de ce qu'on vient de mentionner. Donc ici, j'ai un paraboloïde. Là, on voit
des courbes de niveau qui forment. C'est comme représenter la suite des courbes qu'on pourrait empiler une par-dessus l'autre avec un delta Z infiniment petit qui nous formerait notre surface en 3 dimensions. Et les courbes de niveau, on peut les représenter dans le plan des XY aussi. Ils sont là une belle surface. Puis si j'indique dans le plan des courbes qui représentent les points de même hauteur, donc ça veut dire que tous les points dans le plan des XY qui sont ici sont en même hauteur Z. Donc, ce serait une autre façon de représenter, c'est l'ensemble des courbes de niveau d'une fonction. Pour les courbes paramétrées, on a ici l'exemple de la droite qu'on a vu tout à l'heure, donc t, t-1, on voit bien que ça donne y égale y-1, et de façon dynamique. Donc quand je fais varier la valeur du paramètre, on voit bien que ça trace une droite d'équation y égale x-1. Même chose ici, on a l'ellipse. Donc quand on fait varier l'angle de 0 à 2π, on aura l'ellipse qui va se former. Donc on peut faire la brachistochrone ou la cycloïde. Imaginez un vélo avec, on voit la valve sur une des roues. Donc quand le vélo avance, on voit la valve qui monte, qui revient au niveau du sol et qui remonte, qui revient au niveau du sol, qui remonte, qui revient au niveau du sol. La cardioïde, l'astroïde, puis l'hélice. Donc comment ça forme l'hélice? Ça trace des cercles en donnant toujours un angle d'élévation aussi qui est mon alpha qui est sur 4. Puis, puisque je multiplie par la valeur de l'angle et que l'angle augmente à chaque fois, mais la hauteur augmente à chaque fois. Pour nos surfaces, ici, si on regarde la surface z égale 4x plus y, ben, si je mettais z égale à 0, donc en mettant z égale à 0, je tombe dans le plan des x, y, j'aurai 0 égale 4x plus y, donc y égale moins 4x, qui est la droite qu'on a ici. Si je laisse mon z libre, je vais empiler cette droite-là pour toutes les valeurs de z positives et négatives. Ça va me faire un plan qui va être perpendiculaire, qui va monter au-dessus de cette droite-là et en dessous de cette droite-là. Donc ici, on fait tracer la fonction. Là, j'aurai mon inclinaison selon ma courbe. Donc pour chacune des valeurs de z, je trouve la valeur de x et de y qui correspond à, vous faites que 4 fois la valeur de x plus la valeur de y égale z, donc c'est un paquet de droite. Là, vu que le z n'est pas libre, il va y avoir une certaine pente pour mon plan. On va aller voir ce qui se passe avec d'autres surfaces. Dès que le logiciel me redonnera accès. OK.
Ici, on a l'équation x2 plus y2 égale 2. On a vu tout à l'heure que ça donne un cylindre. Qu'est-ce qui se passe? Donc, si je trace x2 plus y2 dans le plan des xy, j'ai mon cercle ici de rayon racine de 2, centré à l'origine. Puisque z est libre, ça veut dire que pour toutes les valeurs de z, je refais le même cercle. J'empile le même cercle tout le temps pour toutes les valeurs. Évidemment, je vais obtenir, si j'empile des cercles, je vais obtenir un cylindre. Donc, pour chaque valeur de z, j'ai le même cercle, toujours centré à l'origine et le même rayon. Si on regarde l'ellipsoïde x2 sur 4 plus y2 sur 9 plus z2 sur 16 égale 1, si j'enlevais la partie de coordonnées en z, j'aurais dans le plan des xy une ellipse de demi-axe 2 et 3. Donc, demi-axe horizontal 2, demi-axe vertical 3, j'ai mon ellipse. Donc, dans le plan des x, y, ça me forme une ellipse. Dans le plan des xz, si j'enlève la partie ici en x, donc dans le plan des yz, j'aurai encore une ellipse, mais de demi-petit axe respectif, 3 et 4. Donc, j'aurai ça ici, dans le plan des yz. Dans le plan des xz, si j'enlève le y, je vais encore avoir une ellipse de demi-axe 2 et 4. C'est ça ici. Donc, ça veut dire, peu importe si je regarde, peu importe l'angle, dans le fond, sur lequel je regarde cette surface-là, je vois toujours des ellipses. Donc, si je relie tout ça ensemble, j'aurai un ellipsoïde. Comme ça ici. De demi-axe respectif. 2, donc x va aller de moins 2 à 2, y de moins 3 à 3, z de moins 4 à 4. C'est ce qu'on va illustrer dans le graphique ici. Et on peut faire ça avec toutes les surfaces. Donc, si on regarde z sur 16 égale x2 sur 4 plus y2 sur 9, on a encore un principe elliptique puisque si mes coefficients ne sont pas égaux. Donc, si on regarde ce que j'ai commencé par faire tracer, j'ai attribué différentes valeurs à z. J'ai remplacé z par 0, z par 4 et z par 9. Donc, quand z vaut 0, quelles sont les valeurs de x et de y qui sont telles que x2 sur 4 plus y2 sur 9 égale 0? Il y a seulement x égale 0, y égale 0. Donc, ici, on a un point. Donc, ça veut dire que le solide, la surface, va commencer à 0, 0, 0, avec un point. Puis là, j'augmente la valeur de z. Donc, je passe de 0 à 4 à 9. Donc, je passe du point à une ellipse qui est ici, à une autre ellipse qui est ici. Puis plus je m'éloigne de 0, 0, plus ça veut dire, plus le dessin est haut en z, et pour des grandes valeurs de z. Donc, je pars avec un point. Après, j'ai une ellipse plus grande, j'ai une ellipse plus grande, j'aurai une ellipse plus grande. Donc, quand je monte selon l'axe des z, je vois des ellipses de plus en plus grandes. Qu'est-ce que ça va représenter? OK, donc, ça, c'est si on regarde en hauteur, on a des ellipses. Si on regarde de côté, donc si j'enlève soit le y, soit le x, si j'enlève le y, j'ai z égale x2. Donc, j'ai une parabole. Ça veut dire que dans le plan des xz, j'ai une parabole. Si j'enlève le x, j'ai z sur 16 égale y2 sur 9. J'ai une parabole. Donc, dans le plan des yz, j'ai aussi une parabole. Ça veut dire que c'est comme si j'avais des murs paraboliques, puis l'ouverture des murs, les murs ouvrent selon des ellipses de plus en plus grandes. Et on voit que c'est ce qui va nous former notre paraboloïde elliptique. Donc, les murs sont des paraboles tout le temps qui, en mur, des ellipses de plus en plus grandes quand z augmente. Puis quand z diminue, on a ici la limite qui est un point. Si on regarde z sur 16 égale x2 sur 4 moins y2 sur 9, c'est notre paraboloïde hyperbolique. J'ai fait la même chose, j'ai attribué différentes valeurs à z dans le plan des xy. Donc on voit que au début, on a le point puis les asymptotes de l'hyperbole. Plus les valeurs de z augmentent, plus j'ai des hyperboles qui sont hautes en z. Donc ça veut dire que si je prends une vision par-dessus de mon solide, ce que je vais avoir, c'est des hyperboles.
Maintenant, les murs, si j'enlève la contribution de Y, j'ai une parabole ouverte vers le haut, Z égale X2. Si j'enlève la contribution de X, j'ai une parabole ouverte vers le bas, Z égale Y2. Donc, dans le plan des XZ, on a ça ici, et dans le plan des YZ, on a ça ici. Si on met tout ça ensemble, ça va nous donner notre paraboloïde hyperbolique. Donc là, vous voyez que si on regarde par-dessus, ce qu'on voit, c'est des hyperboles. Mais sur les côtés, j'ai des paraboles. Si on regarde avec le cône elliptique, parce que 4 est différent de 9, donc j'ai un cône avec une ouverture elliptique. En passant, en français, on fait, dans le langage courant, un cône, c'est exactement la même chose qu'en langage mathématique. Donc, quand vous voyez des cônes le long de la route, en réalité, ce sont des demi-cônes. Donc, un cône, c'est la partie au-dessus au-dessus du plan carté, 0, du plan des XY qu'en dessous du plan des XY. Donc, j'ai autant les Z positifs que négatifs. Donc, si je veux parler seulement le cône au sens habituel où on l'a, je devrais parler du demi-cône supérieur ou du demi-cône inférieur. Si on va mettre l'illustration d'une hyperboloïde à une nappe, et ici j'ai deux coordonnées qui sont négatives, puis vous voyez ici, la coordonnée négative, c'est Z. Donc, je suis centré en Z. J'ai mon X, mon Y. Ici, j'ai mon moins X2, moins Y2, mon Z. Donc, j'ai deux coordonnées négatives. J'ai une hyperboloïde à deux nappes. J'ai mon axe des Z, donc je suis centré sur mon Z ici, qui est la coordonnée positive. Voilà, en fait, on est centré sur la variable qui a le signe différent des autres.